Moi, je voulais dire qu'il y aura donc une connexion entre cette Stonda et la précédente, hein, où nous avons fait le tour des régions d'Italie qui sont en quelque sorte en possibilité, en potentialité ou en effectivité de création, on va dire, filmique, dans un rapport avec l'identité, la culture. Hein. Et donc, tu avais fini par la Corse, tu avais évoqué la Corse et la différence que l'on peut noter entre la Corse et l'Italie et la Sardaigne en particulier, puisque ce sera le thème plus particulièrement traité aujourd'hui. Il semblerait que la Corse n'ait pas suivi dans le domaine du cinéma ce qu'elle avait en quelque sorte entrepris dans le domaine de l'expression culturelle des années 70. Elle a fait plus tard, en tout cas. Elle l'a fait plus tard. Elle l'a fait plus tard. Et dans cette région voisine, on a observé une relation, c'est ce que tu nous promets, entre la littérature, la vie littéraire et la vie du cinéma, et la créativité au cinéma. Donc, tout ça est bien passionnant. Nous t'écoutons. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, au niveau du son, il n'y a pas de problème. OK. Bon, eh bien, bonjour à tous. Et une fois de plus, un grand merci à Diago Moutière et au Centre culturel de notre université pour cette invitation à participer à ces stands et autour de la Sardaigne et de son cinéma. Et nous voilà réunis aujourd'hui pour un deuxième volet consacré plus spécifiquement, nous l'avons dit, à Sardaigne, littérature et cinéma. En effet, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre déjà quelle place occupe aussi bien le cinéma que la littérature dans cette réappropriation, on l'a dit, de l'identité sur une île de Méditerranée telle que la Sardaigne, un microcosme ouvert malgré tout sur l'ailleurs, et puis essayer de comprendre aussi quel rapport entretiennent la littérature et le cinéma en tant que moyen d'expression et formes artistiques, voir comment ils se répondent l'un et l'autre, comment les auteurs littéraires sardes sont une source d'inspiration pour les cinéastes, et peut-être aussi vice-versa. Et pour cela, nous reviendrons sur l'histoire des représentations de la Sardaigne et des Sardes, à travers des courants et des œuvres qui ont parcouru le XXe siècle, avant de nous intéresser plus particulièrement au nouveau cinéma sarde, que nous avons déjà cherché à définir il y a 3 semaines, lors de notre précédente stand, et que je résumerai en quelques mots au début de mon intervention. L'occasion nous sera donnée également, toujours dans cette idée d'aller-retour entre l'ici et l'ailleurs, de nous pencher sur le cas de la littérature en Corse. Je crois qu'à ce sujet, des spécialistes de la question parmi vous sauront nous éclairer à ce sujet. Et ainsi, nous verrons si, au-delà du simple cas de la Sardaigne, eh bien, les démarches, les contextes se ressemblent dans ces deux territoires si proches et, on l'avait dit, si éloignés que sont la Corse et la Sardaigne. Et à ce propos, je ne serai pas tout seul à intervenir aujourd'hui. J'inviterai plus tard à me rejoindre 2 collègues de notre université. Donc Alessandra D'Antonio, qui est professeure de langue et culture italienne à l'Université de Corse, et qui a particulièrement travaillé sur la littérature postmoderne en Corse et en Sardaigne. Et puis Lorenzo Di Stefano, qui est doctorant en histoire à l'Université de Corse avec Didier Rey, et qui s'intéresse à la question politique dans les 2 îles, dans une perspective historique, et qui nous éclairera, vous le verrez, sur un aspect en particulier. Nous verrons tout cela après mon intervention qui entend, alors sans être exhaustive, hein, je m'en excuse car le temps, vous le savez, nous manque et nous contraint comme souvent, mais j'entends poser les jalons d'une réflexion, disons, plus globale qui partirait du cinéma pour s'étendre sur d'autres terrains ou inversement et voir si cette question de l'identité, encore et toujours l'identité, s'exprime de la même façon et si elle a évolué en même temps que l'expression cinématographique réappropriée s'est affirmée en parallèle de l'évolution des stéréotypes décrits sur le papier comme à l'écran. Mais comme je le disais plus tôt, revenons, si vous le permettez, et très rapidement sur l'objet de la première stand, il y a 3 semaines donc, et lors de laquelle j'avais souhaité replacer la question de l'identité cinématographique de l'île, périphérique, marquée, et notamment par le stéréotype, dans un contexte méditerranéen plus large, qui nous avait permis d'évoquer ces cinématographies du mezzogiorno italien. Mezzogiorno italien, sud-méditerranéen, périphérique donc, dans lequel j'avais placé bien évidemment la Sardaigne vue au et par le cinéma, mais aussi la Corse, dont l'expression cinématographique répond tel un écho ou s'éloigne parfois de ces expressions régionales et ou genrées, codifiées, qui semblent hanter les écoles napolitaines, pouliaises et calabraises, siciliennes ou sardes. Et donc ce voyage que nous avions entrepris
et qui, je crois, nous avait permis de mettre en lumière la porosité évidente de l'expression cinématographique identitaire en Corse et ailleurs, notamment en Sardaigne, dans cette dualité presque permanente, dans cette hésitation perpétuelle entre tradition d'un côté et modernité de l'autre, entre rural et urbain, entre perpétuation d'un exotisme, parfois ou souvent folklorique, et création d'un nouveau stéréotype, sans doute plus contemporain. Nous avions également parcouru les grandes lignes d'une Nicène, des hétéro-représentations qui ont habité une grande partie du XXe siècle, avant la réappropriation de l'identité par le cinéma sarde à la fin des années 80 puis 90, avant l'explosion d'un nouveau cinéma sarde dans les années 2000. Et je précise, c'est important, que je parle principalement du long métrage de fiction, pour des raisons que j'avais évoquées la fois précédente, et notamment par rapport à la question du public qui voit plus facilement des longs métrages de fiction que, par exemple, des documentaires, qui est un format bien plus particulier. Un nouveau cinéma sarde, donc, dans les années 2000, puis une nouvelle génération, depuis plus ou moins 2010, un nouveau cinéma sarde, incarné principalement par Bonifacio Angius et Paolo Zucca. Et pour revenir à notre sujet de départ, le cinéma sarde et la littérature, il convient de revenir sur les sources d'inspiration du nouveau cinéma sarde. Nous avions évoqué rapidement les trois axes principaux qui ont construit, disons, le modèle du film sarde, et l'un des axes est le recours systématique au pittoresque, principalement présent, mais pas que, nous le verrons, dans le genre documentaire qui a parcouru tout ou presque l'histoire d'un cinéma en Sardaigne, alors du cinématographe des Frères Lumière dès 1899, au voyage de Mussolini sur l'île à travers les cinegiornali de l'Istituto Luce. Et donc, on y voit la modernisation de la Sardaigne, les villes nouvelles de Carbonia, de Mussolini, qui depuis, évidemment, a changé de nom, Fertilia, du côté d'Alghero, les assainissements, la construction du barrage du Tirso, mais aussi tous les clichés sur les us et coutumes sardes, et les paysages, où on voit d'ailleurs très souvent un ourag, qui est cette construction sarde que l'on voit un peu partout. Et puis, les nombreux documentaires également tournés dans les années 50 à 70, notamment par le prolixe Fiorenzo Serra, dont on aura sans doute l'occasion de reparler lors d'une future stand à consacrer aux stéréotypes. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, le genre documentaire est très prisé en Sardaigne. Je crois que Lorenzo nous le démontrera par la suite. Il sert d'ailleurs souvent de passerelle et de tremplin aux jeunes réalisateurs qui effectuent ainsi leurs premières armes avant de se lancer dans le long métrage de fiction. Ça a été le cas pour Gianfranco Cabide, ou pour Enrico Pa, ou pour Salvatore Mereu. Il s'agit aujourd'hui le plus souvent de commandes qui mettent en avant le folklore sarde. Il y a une valeur ethnologique qui est évidemment indéniable, mais la visée est surtout touristique. Il est alors difficile, je crois, d'éviter le recours à la carte postale, mais c'est le genre lui-même qui l'impose. Et justement, cette carte postale, cet ensemble de stéréotypes qui occupent l'imaginaire collectif dans la représentation de la Sardaigne, eh bien, elle doit beaucoup, cette carte postale, à la façon dont la littérature, avant même le cinéma, ou parfois en parallèle, a rendu compte de la supposée âme sarde au monde. Et le nom et le courant qui viennent aussitôt à l'esprit lorsqu'on parle de littérature sarde, c'est bien sûr Grazia Deledda. Alors Grazia Deledda, c'est une auteure d'une œuvre imposante, de Fior di Sardegna en 1892 jusqu'à Cosima en 1937, et elle est surtout le précurseur d'une littérature sarde qui verra s'affirmer plus tard des auteurs tels que Gavino Ledda, dont nous reparlerons, Giuseppe Dessi ou encore Sergio Azzegni, dont on reparlera plus tard. Grazia Deledda, et c'est un fait important pour une littérature régionale, elle obtient quand même le prix Nobel de littérature en 1926. Et donc elle a laissé une empreinte indélébile sur la création sarde, et son œuvre contient bon nombre d'éléments récurrents qui se sont imposés, évidemment, comme des stéréotypes au fil du temps. Alors un territoire archaïque, un monde rural, des bergers, des brebis, on l'avait déjà dit. Alors il est vrai que réduire l'œuvre littéraire de Grazia Deledda à une série de lieux communs serait bien sûr une négation de l'esprit créatif et du talent de l'auteur, mais un tel constat s'impose lorsqu'on observe la transposition de ses romans au cinéma. Car les écrits de Grazia Deledda et leur nature romanesque ont été la principale source d'inspiration des films de fiction portant sur la Sardaigne pendant toute une partie du XXe siècle. La création cinématographique a donc puisé généreusement, alors certes de manière sélective, mais dans l'œuvre romanesque de Grazia Deledda, donnant ainsi corps à un courant qu'on appellera pour le cinéma le deleddismo. Et les adaptations de Grazia Deledda, bien qu'est-ce qu'elles comportent un berger, des brebis, un village perdu dans les montagnes, de vieilles dames vêtues de noir. Cela suffirait presque donc, selon les producteurs et les réalisateurs du filon délédien, et ce pendant des années, à faire d'un film un film sarde. Alors le premier film que l'on peut qualifier de délédien, c'est Cenere en 1916, un film de Febo Mari, évidemment muet, qui est l'adaptation du roman de Grazia Deledda, et tourné avec la célèbre diva Eleonora Duse.
mais c'est surtout ultérieurement que les réalisateurs puisent dans l'œuvre de Deledda, avec notamment La Grazia, qui est tirée de la nouvelle Di Notte, Les Vie del Peccato en 1946, tiré de la nouvelle Dramma, L'Edera, Delitto per Amore, Amore Rosso, tiré du roman Marianna Circa, Proibito de Mario Monicelli en 1954, tiré du roman La Madre, et d'autres récits de Grazia Deledda. Alors la Sardaigne, dans ces œuvres-là, semble se résumer à un simple décor, à une toile de fond, plus ou moins authentique, avec son lot de personnages pittoresques, soit des éléments propices à la mise en place de trames romanesques efficaces. Et je précise que ces films, notamment pour des raisons logistiques, n'ont été que rarement tournés en Sardaigne. L'inspiration délédienne assied toutefois sa popularité quand la télévision, et la RAI notamment, Mamma Rai, qui est la télévision publique italienne, a proposé dès 1958 à son tour des fictions adaptées des récits de l'auteur comme Canne al Vento, qui est l'un des romans les plus célèbres de Grazia Deledda. Le roman aussi Marianna Circa qui a été porté à l'écran, L'Edera, Il Cinghialetto. Donc vous voyez que la Sardaigne, y compris d'un point de vue cinématographique et presque télévisuel, doit beaucoup à Grazia Deledda. La création cinématographique télévisuelle récente, en tout cas, a cessé de puiser dans le fond délédien. Depuis 1993, plus aucun réalisateur, sarde ou non d'ailleurs, n'a choisi de se confronter à l'œuvre de Grazia Deledda. Pourquoi? Alors peut-être parce que le délédisme cinématographique est identifié comme appartenant au passé. C'est un courant qui a tellement marqué la création cinématographique relative à la Sardaigne qu'il y a certainement eu un besoin net de s'en détacher. Aussi, le qualificatif délédien, en termes cinématographiques, revêt-il aujourd'hui un caractère péjoratif? Il semble que toute référence à ce monde est, en soi, quelque chose de daté ou de dépassé. Alors, saturation du genre, réinterprétation difficile, lien trop fort avec le premier cinéma sarde, les réalisateurs sardes contemporains ne semblent en tout cas pas encore disposés à affronter un genre qui semble, pour l'instant, appartenir encore à un passé lointain. L'autre grand filon qui a parcouru les films sardes ou de sujets sardes au cours du XXe siècle puise son inspiration dans un phénomène souvent considéré comme endémique de la Sardaigne, qui est le banditisme. Souvent en lien avec l'actualité, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors là encore, on exploite l'idée d'une Sardaigne profonde, archaïque, en proie à ses démons, où la faïda, qui est cette fameuse vendetta sarde, donne à l'île l'image d'une terrible société du mal-être, pour reprendre l'expression employée par Giuseppe Fiori dans son livre enquête La Società del Malessere. D'autres films traitent de ce sujet dans la période de l'après-guerre, jusqu'à la comédie, qui est quand même un genre étonnant pour un tel sujet, Vendetta Sarda. Et c'est surtout dans les années 60 que s'impose le genre avec des œuvres telles que La Grande Vallata, Les Due Leggi, Una questione di onore, Sequestro di persona, Pelle di bandito o Barbaggia, La Società del Malessere. Et tous ces films ont assuré et assurent encore aujourd'hui la mythification du bandit sarde. Alors toujours à propos de bandit, on sait que le film emblématique du cinéma sarde, nous l'avions évoqué, reste Banditi Orgosolo, Vittorio De Seta, 60, mais je voudrais qu'on parle d'un autre film qui a défrayé la chronique à la fin des années 70, qui avait soulevé à la fois un consensus critique et une vague de protestation venant de la Sardaigne, et c'est le fameux Padre Padrone des frères Taviani en 77, qui est une adaptation cinématographique d'un roman autobiographique de Gavino Ledda, un ancien berger qui fuit la tyrannie de son père avant de devenir linguiste et écrivain, confirmant ainsi son désir d'affranchissement. Alors le duo formé par deux personnages opposés, le père et son fils, marque la différence entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux destins. On le voit sur l'affiche originale du film, qui évoque la soumission morale et physique d'un enfant à son père, dans un rapport marqué par une forme de violence. Alors en même temps, le film reçoit la même année, des mains de Roberto Rossellini, est-ce que c'est un hasard, la Palme d'Or au 30e Festival de Cannes. Donc le film a été accueilli positivement par la critique internationale et italienne, mais l'impact polémique, culturel et politique a été virulent sur l'île, et sans doute parfois de façon excessive ou erronée. C'est vrai que le discours de Padre Padrone peut apparaître comme abrupt, s'il est pris de manière frontale, au premier degré. Le propos du film peut être perçu comme provocateur, comme offensant. Il y a une violence du discours qui marque le rapport de quasi-esclavage imposé par un père patron à son fils. Et cette idée-là, et de problème aussi de renvoi de l'image de soi à l'écran, elle s'exprime pleinement dans une scène qui est assez difficile et dérangeante, d'actes zoophiles suggérés par des jeunes bergers avec des animaux, des brebis, une ânesse, des poules, et soulignés aussi à l'écran et dans l'audio par un montage cacophonique. Donc évidemment, on se met à la place du sarde qui voit ça à l'écran. Le sarde a été offensé, bien sûr. Ce serait la même chose si on présentait la même chose à des Corses.
mais les sardes offensés n'y ont sans doute vu que la transposition cinématographique d'une réalité dont elle est justement trop détachée. Ils ont sans doute refusé de considérer la dimension artistique, esthétique, philosophique de l'œuvre. Ils l'ont jugée uniquement dans son rapport à l'authentique, comme une interprétation pseudo-anthropologique de la condition du sarde. Donc le spectateur ne s'est pas reconnu dans Padre Padrone. Or, le regard n'est pas nécessairement porté sur le berger sarde, mais sur le paysan d'une contrée qui peut être méridionale, sud-américaine, insulaire ou non. Alors la polémique, on l'avait dit, c'est depuis quand même atténué, et les sardes, sans pour autant accepter totalement la vision offerte par Padre Padrone, insèrent volontiers le film dans les œuvres marquantes sur la Sardaigne. Faisons maintenant un saut dans le temps et allons directement à la fin des années 90, quand sort le deuxième long métrage de Gianfranco Cabido, Il figlio di Bakunin, en 97, inspiré du roman homonyme de Sergio Azzeni. Alors Cabido poursuit, avec ce choix délibéré d'adapter le roman de Sergio Azzeni, la revendication de sa sardité. On a vu qu'il était le chef de file du nouveau cinéma sarde. Et donc, il porte un regard sur l'île qui a été, en tout cas jusqu'alors, inédit. Le réalisateur s'essaye à un genre bien particulier, qui est la fresque historique, à travers le parcours étonnant et déroutant, y compris au niveau de la narration, d'un personnage insaisissable, qui est à la fois concret et mythique, de Tullio Saba, qui est le fils d'Antoni Saba dit Bakunin, du nom du célèbre révolutionnaire russe Mikhail Alexandrovitch Bakounine, alors écrit à l'italienne mais prononcé à la française, d'où l'accent graphique d'ailleurs sur le i. Son destin est raconté par des personnages témoins, dont une jeune fille qui l'assistera durant les dernières années de sa vie et qui figure au premier plan sur l'affiche originale du film. Et on voit la silhouette au chapeau de Tullio Saba qui apparaît dans la partie droite de l'affiche et qui rejoint un peu cette idée de personnage insaisissable. Cabido, avec ce film, se détache nettement du modèle du film sarde, mais il ne le trahit pas pour autant dans la mesure où il veut raconter une Sardaigne authentique, une Sardaigne vue de l'intérieur, à travers des événements historiques bien précis comme la montée du syndicalisme, l'injustice sociale, le début du combat pour l'autonomie, mais aussi le passé industriel et minier de la Sardaigne qui avait été peu, ou en tout cas pas montré au cinéma, toujours dans le long métrage de fiction. Le film narre donc les aventures de Tullio Saba, de son enfance à sa disparition, dans un parcours initiatique qui le conduira des mines de carbone à Cagliari, en passant par la guerre, les luttes sociales et la modernisation de l'île. La réflexion sur la mémoire y tient évidemment une place prépondérante. Alors ces thèmes avaient déjà été abordés par le cinéma documentaire et le cinéma amateur entre le début des années 80 et le milieu des années 90, mais Lorenzo nous en parlera par la suite. Mais c'est la première fois, en tout cas, que le cinéma de fiction se penche, le long métrage de fiction, se penche sur la question et ose laisser de côté les histoires de bergers ou de bandits pour montrer d'autres visages de la Sardaigne. Ce qui est aussi intéressant dans l'adaptation d'un roman à l'écran, c'est la forme du récit cinématographique qui a emprunté, disons, une structure très particulière au roman de Sergio Azzeni, et c'est ce qui fait en tout cas la véritable force du film. Il y a un habile jeu d'écriture et de montage. Cabido choisit de raconter la vie de Tullio Saba à travers le XXe siècle, à travers des témoignages de personnes qui l'ont croisé, qui l'ont côtoyé et bien connu. Il faut savoir que dans le livre, les chapitres en fait sont des témoignages parfois contradictoires qui racontent qui aurait été ce Tullio Saba. Et c'est très difficile puisqu'il n'apparaît pas en tant que tel dans le récit. En revanche, Cabido a choisi de lui donner les traits d'une personne physique à l'écran, et c'est un choix qui peut être, et qui a été d'ailleurs parfois critiqué, à travers justement les traits de Fausto Cidi. Une manière, quelque part, de faire prendre vie au personnage de Tullio Saba, entre réel et imaginaire, toujours dans ce mouvement du passé vers le présent. Et puis l'aura du film, puisque le film a vraiment compté dans l'histoire du cinéma en Sardaigne, doit certainement aussi beaucoup au fantôme de Sergio Azzeni. Sergio Azzeni est disparu prématurément en mer en 1995. Il avait alors 43 ans seulement. Il s'est noyé au large de l'île de Carloforte, et évidemment qui se trouve au large de la Sardaigne, et qui, à l'instar des jeunes talents partis trop tôt, demeure une personnalité très appréciée encore aujourd'hui des lecteurs, sardes et non sardes. Et c'est aussi pour cela que le film s'achève sur une dédicace à Sergio Azzeni, qui était aussi un ami de Gianfranco Cabido. Alors toujours à propos de Cabido, alors bien que partageant sa vie aujourd'hui entre Rome et la Sardaigne, c'est son île qui l'inspire malgré tout, et qu'il choisit de montrer au cinéma. C'est une nouvelle fois le cas pour son dernier long métrage, son avant-dernier long métrage plutôt,
La Stoffa dei Sogni, qui est une réflexion sur la servitude, notamment des Sardes eux-mêmes, tournée en 2015 à l'Asinara, qui est cette île prison qui se trouve au large de Porto Torres. Inspirée de La Tempête de Shakespeare, et plus précisément de la traduction qu'en a faite l'auteur de théâtre napolitain Edoardo De Filippo, dont Cabide a été l'assistant et qui lui a appris à se souvenir de là où l'on vient pour ne pas perdre ce que l'on est et pour échanger ce savoir avec l'autre. Et cette démarche semble illustrer le rapport du créateur à sa terre d'origine, car comme De Filippo, on l'a vu dans la première stonda, est lié à Naples à travers le théâtre, Cabide l'est à la Sardaigne à travers le cinéma, mais dans une démarche toujours d'ouverture vers la Méditerranée, et c'est ce qui caractérise d'ailleurs son cinéma récent. Un autre exemple de relation entre littérature et cinéma, avec Giovanni Columbu et Arcipelaghi, qui est l'adaptation du roman de Maria Giacobbe, qui se sert des thématiques du modèle littéraire et cinématographique et cherche à les dépasser. Alors l'affiche du film de Giovanni Columbu, que vous voyez ici à gauche, présente l'un des thèmes, l'enfance, et la Sardaigne, qui est à la fois cadre et objet du film. Un enfant de dos semble avancer dans un maquis aride, écrasé par le soleil. Alors Columbu dit avoir été fasciné à la lecture du livre. C'est le récit d'un délit, puis d'une vengeance, répétée plusieurs fois, à travers le point de vue, le vécu et les souvenirs des différents personnages. C'est une histoire traditionnelle de vengeance, mais qui touche ici, et c'est assez original, un enfant. C'est un enfant qui est tué dans le film. L'acte, qui est intolérable dans l'idée comme dans sa représentation à l'écran, il faut savoir que l'assassinat de l'enfant est assez difficile à voir. C'est filmé en caméra subjective, c'est-à-dire que la caméra est à la place du personnage. Et donc, en fait, le spectateur vit la mort de l'enfant à travers les yeux de l'enfant. Et donc, évidemment, tout ceci sert de charge contre l'aspect le plus noir de la culture sarde, alors souvent normalisé, car considéré comme un pilier de l'histoire de l'île. Le film, sous les apparences trompeuses d'un énième film banditesque ou de berger, est en réalité un constat sans concession d'une tradition mortificatoire, génératrice de souffrance et de douleur, empêchant sans doute tout passage à la modernité. Dans ce premier long métrage de fiction, Columbu choisit donc de filmer cette société du mal-être, où la violence et le silence, l'omerta, condamnent les habitants. Columbu met en scène le plus grand des maux de la Sardaigne, le crime, sans doute pour mieux le dénoncer, en comprendre les raisons et provoquer peut-être une réaction en chaque spectateur. On a là une idée qui touche aussi l'idée d'un cinéma engagé. Plus tard, Columbu transposera, dans un film tout à fait original, transposera les évangiles en Sardaigne et en langue sarde. Ça fait partie de ces deux films, deux longs métrages de fiction entièrement tournés en langue sarde. Alors à la façon des peintres du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui représentaient les scènes bibliques dans leur environnement. Pour Zuré, en 2012, le roi, Columbu choisit de nouveau la Sardaigne comme élément fondateur de son œuvre. L'île est une terre de tournage qui lui fournit des interprètes, lesquels s'expriment en langue sarde, alors chacun dans sa variante locale d'ailleurs. C'est un projet novateur et ambitieux, et un parcours semé d'embûches pour le réalisateur qui a eu beaucoup de mal à tourner ce film. Il a peiné à trouver des financements pour le mener à terme. Il a fait appel à de nombreuses communes, il a fait appel à la population sarde ou à des artistes reconnus, notamment Nanni Moretti, pour soutenir sa démarche. Alors c'est une Sardaigne rurale et minérale qui sert de décor au film et qui entend remonter jusqu'aux racines de l'identité sarde. Alors l'aventure est ouvertement militante et la Sardaigne, à la fois en et hors film, est un protagoniste à part entière. Et ce choix de situer l'interprétation des évangiles en Sardaigne, ainsi que l'implication de la population sarde au sein même du projet, de la production au tournage, impose sans conteste Giovanni Columbu comme l'un des plus grands représentants de ce nouveau cinéma sarde. Dans un tout autre genre, parlons d'Enrico Pau, qui est le réalisateur de la Sardaigne urbaine et contemporaine. Après Pesileggeri, Pau tourne son deuxième long métrage de fiction, en 2007, Jimmy della Collina. Il s'agit de l'adaptation cinématographique d'un roman court de Massimo Carlotto, un récit qui avait été publié notamment dans la collection Frontiere d'un éditeur italien. Et la quatrième de couverture, vous voyez, le récit est très, très bref. La quatrième de couverture indique qu'il s'agit d'une collection directe, incisive, tournée vers l'avant, des livres pour franchir définitivement la frontière avec l'âge adulte. Et cette idée de frontière, on la retrouve évidemment dans le film. Cette description renvoie à l'idée d'un parcours initiatique, donc de formation de l'individu, qui habite également le film de Pau, dont l'affiche reprend l'idée d'un enfermement
à travers d'ailleurs des photogrammes insérés, vous le voyez ici, sous le titre, et qui renvoient au barreau de la prison dans laquelle va être enfermé Jimmy, qu'on retrouve ici aussi dans quelques photogrammes extraits du film. Alors dans le livre, l'action, au début et pendant une grande partie du roman, est située dans le nord de l'Italie, Trévise, en Vénétie. Pau a conservé cet esprit, cette atmosphère des villes ouvrières, mais en transposant certaines scènes dans les raffineries grises de la banlieue de Cagliari. Donc vous voyez qu'on est très loin des plateaux de la Barbaggia, on a quelque chose de très urbain, de très métropolitain, mais en plaçant toute l'histoire en Sardaigne, Pau fait apparaître d'autres problématiques relatives à la situation sociale des jeunes en Sardaigne. Le film est noir, il est puissant, il y a une esthétique très graphique. C'est véritablement en rupture avec le cinéma dit sarde tel qu'il est conçu habituellement dans l'inconscient collectif du public, sarde et non sarde. Et Pau est d'ailleurs, à mes yeux, sans doute le cinéaste le plus original de la nouvelle génération, le plus audacieux, celui avec qui la notion de nouveau cinéma sarde prend toute sa dimension. Il est en tout cas le plus moderne, celui qui ose montrer le nouveau visage de la Sardaigne à travers une Cagliari urbanisée, glauque, comme le sont d'autres grandes villes d'Italie ou d'ailleurs. Et c'est dans ce paradoxe que s'exprime la sardité de Pau. Si l'histoire de prime abord pourrait concerner le parcours raté d'un jeune de n'importe quelle métropole, le renvoi continu au lieu, la ville de Cagliari, mais aussi les frontières physiques d'une île, signe d'ouverture mais aussi à la fois barrière, et aux éléments sociologiques de la Sardaigne actuelle, inscrit définitivement le cinéma de Pau dans la veine du nouveau cinéma sarde. Et si vous connaissez un petit peu le cinéma corse d'aujourd'hui, on est un peu dans ce que fait Thierry de Peretti. On a un écho bien des années après dans le cinéma de Peretti, qui, je pense, ne s'est pas inspiré directement des films de Pau, mais on retrouve cette idée d'une... Enfin, il suffit de penser aux Apaches, un peu moins de vie violente, mais le premier film de Peretti, les Apaches, il y a une violence, il y a une vision de la Corse qui est tout sauf classique. On est dans une ville, Porto Vecchio, pour ne pas la nommer, avec ses problèmes de faits divers, de communautarisme, et on a donc quelques années après, presque une dizaine d'années après, un écho finalement dans le cinéma corse à ce cinéma sarde. Le dernier film de Pau, long métrage, s'intitule L'Acabadora. En général, c'est un nom qui parle à des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la Sardaigne, je reviendrai là-dessus, du nom de la figure féminine et étrange de Sacabadora, qui est un terme sarde qui signifie littéralement « celle qui achève », et dont le rôle était de mettre fin à la vie des moribonds. Donc en fait, elle pratiquait l'euthanasie pour limiter l'agonie des malades en phase terminale. Son existence serait attestée en Sardaigne jusqu'au début des années 50. Et le film donc, de 2016 reprend, et en partie seulement, contrairement à ce que nous dit le titre, cette histoire d'Acabador à travers le rôle de la protagoniste Annetta, qui a été confiée à l'actrice italienne Donatella Finocchiaro. Alors en partie seulement, car ce n'est pas le point central du film, c'est un élément constitutif de l'identité du film, mais le regard de Pau est surtout centré sur la Cagliari bombardée pendant la guerre. Je pense que c'est le producteur ou le distributeur qui a voulu surfer en quelque sorte sur le succès du roman de Michela Murgia, que vous avez ici à droite, une auteure sarde, Acabadora, et qui avait rencontré un public important en Sardaigne et ailleurs, notamment en France, où le récit avait été traduit. Mais contrairement à ce que pourrait croire le lecteur ou le spectateur, et je sais qu'on a fait des déçus quand on a présenté le film, il ne s'agit nullement de l'adaptation cinématographique du livre. Mais comme ça parlait un petit peu d'Acabador, je pense que les producteurs se sont dit, tiens, on va utiliser la notoriété de Michela Murgia, mais vous voyez le signe ici qui indique bien que ce n'est pas l'adaptation du livre. Salvatore Mereu, qui est l'autre grand réalisateur du nouveau cinéma sarde, a puisé également son inspiration pour certains de ses films dans la littérature sarde. Alors son deuxième long métrage, Sonetta, en 2008, est l'adaptation d'un roman éponyme de Giuseppe Fiori. Le film, qui est encore une fois une fresque historique, s'inspire assez fidèlement du livre. Alors la trame est respectée, tout comme les mouvements du roman, à quelques exceptions près. C'est un film fleuve qui dure assez longtemps, mais qui raconte l'histoire d'un jeune berger qui a 12 ans en 1937. Son père est envoyé en prison, et Zuan, qui est surnommé Sonetta, ou là littéralement Suono di tavola, ou son de planche, qui est le surnom en langue sarde, qui évoque la maigreur du jeune dont les os craquent et renvoient au bruit émis par le bois. Eh bien, Zuan se retrouve livré à lui-même, mais guidé par son grand-père et son oncle, et commence alors le parcours initiatique du jeune homme. Un jour, Zuan se venge d'un affront
comme c'était souvent le cas en Sardaigne, en massacrant le troupeau de la personne qui l'a provoqué. À la suite de ce crime, il choisit de ne pas se rendre aux carabiniers, donc il devient latitante, qui est aussi un élément fondamental dans les stéréotypes qu'on abordera par la suite. Et il choisit de fuir dans les montagnes pour épouser, presque malgré lui, la carrière de bandit. L'arc narratif du film est très ample, et Mereu a fait le choix de confier le rôle du début à la fin à un seul acteur, le jeune Francesco Falchetto, qui incarnera l'adolescent, qui se fait homme dans un parcours initiatique, encore une fois, c'est une constante dans la littérature et dans le cinéma, et qui le conduira inévitablement à sa chute. Alors sur l'affiche du film, vous voyez, on a le jeune Zouane assis sur un rocher au cœur d'un paysage minéral et abrupt, qui nous rappelle aussi Zouré de Colombo, rappelant aussi l'esthétique brute voulue par Mereu. Le film, entièrement tourné en Sardaigne, est un nouvel hommage que Mereu rend à son île et à son histoire. Mereu fait ensuite un saut dans le temps, l'espace et le style narratif pour son troisième long métrage de fiction, Bellas Mariposas, l'adaptation cinématographique d'un roman posthume de, encore une fois, Sergio Azzeni. Le film, tourné en 2012, a connu d'ailleurs un joli succès critique qui a été présenté dans de nombreux festivals dans plusieurs pays. L'affiche du film présente les deux jeunes héroïnes du film, Kat et Luna, dans une composition d'ailleurs très graphique, reprenant les tons chauds d'un été en Sardaigne. Les deux jeunes filles vivent dans un quartier périphérique de Cagliari, puisque le film a été tourné à Sant'Elia. Et Bellas Mariposas confirme l'intérêt que le cinéaste Salvatore Mereu porte à sa terre d'origine, qu'il traite, disons, sur l'ensemble de sa filmographie, sous ses représentations les plus diverses. Des pratiques archaïques des bergers de Barbagia aux préoccupations de jeunes insérés dans une Sardaigne urbanisée, de la vision d'une île repliée sur elle-même à la mise en scène du métissage ethnique dans la banlieue de Cagliari, Mereu filme les visages d'une région à cheval entre tradition, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, et les formes de la modernité. Enfin, Mereu, pour son prochain long-métrage, choisit d'adapter un roman important de la littérature sarde contemporaine, A Sandira, de l'écrivain et anthropologue sarde Giulio Angioni. Alors on parle depuis 2016 de l'adaptation ambitieuse de cet écrit passionnant dont je vous livre la trame. Un vieux berger sarde se laisse convaincre par son fils et sa belle-fille d'implanter un agritourisme à Sandira, dans sa vieille bergerie abandonnée, afin d'offrir une expérience de vie du monde agropastoral sarde traditionnel. Mais les choses tournent mal, et évidemment le récit, vous l'aurez compris, en dit long sur l'exploitation de l'identité, notamment dans une dimension touristique. Le film est en post-production depuis la fin 2018. On espère qu'il sortira bientôt sur les écrans. C'est en tout cas la preuve que le cinéma et la littérature en Sardaigne peuvent encore cohabiter sur des thématiques actuelles et qui se détachent justement d'une vision figée et stéréotypée de la Sardaigne, tout en la questionnant de façon critique. Et au casting, on devrait retrouver Gavino Ledda, l'auteur même de Padre Padrone, une façon un petit peu de boucler la boucle. C'est d'ailleurs un phénomène que l'on observe dans la littérature sarde postmoderne, sur laquelle Alessandra D'Antonio nous apportera d'ici peu un éclairage. En effet, cette littérature sarde postmoderne s'est, je crois, affranchie d'un modèle littéraire prégnant et alors éloignée d'une réalité contemporaine dont le roman sarde se veut le témoin. Une attitude incarnée notamment, nous l'avons vu, par Sergio Azzeni, mais aussi, par exemple, Flavio Soriga, qui met en avant, dans certains romans, une culture cosmopolite et l'idée d'une littérature urbaine qui déconstruit le stéréotype sarde. Ces temps et ces thématiques semblent se superposer comme un calque à l'évolution de la sardité telle que les réalisateurs l'ont figurée au cinéma. Et c'est un phénomène que l'on peut observer aujourd'hui en Corse. Alors je le dis bien plus que comme un chercheur, mais, parce que je ne suis pas un spécialiste de la littérature corse, mais plus comme un observateur. Aux côtés d'une littérature classique dans sa forme et dans ses thèmes, on a comme un contre-courant qui se veut une observation souvent critique de la Corse, des Corses et des codes qui y sont rattachés. Et dans cette littérature insulaire à contre-courant, ou alors au contraire dans l'esprit qui parcourt peut-être nécessairement aujourd'hui la Corse, je pense à Marco Biancarelli, dont les écrits ne ménagent pas finalement ce que nous sommes. Et je crois que l'exemple du peuple du Quad est assez révélateur de ce point de vue. Dans la même veine, comment ne pas citer Jérôme Ferrari, dont le talent d'ailleurs s'est confirmé quand il a reçu le prix Goncourt pour le sermon sur la chute de Rome en 2012. Alors la Sardaigne avait son prix Nobel avec Grazia Deledda. On a aujourd'hui notre prix Goncourt avec Jérôme Ferrari. On va voir que ça peut avoir un sens aussi dans l'histoire du cinéma insulaire. Et donc pour revenir au cinéma, il est intéressant de voir que Thierry de Peretti, le réalisateur le plus emblématique d'un nouveau cinéma corse,
crue, critique et en prise directe avec les problématiques contemporaines que traverse ou a traversé notre île, de voir que, alors non pas le film qui est en train de tourner, mais, et qui ne concerne pas la Corse, mais le prochain film que tournera Thierry Le Peretti, en tout cas celui qu'il souhaite faire plus tard et pour lequel des droits ont été achetés, serait l'adaptation du roman de Jérôme Ferrari à son image. Donc ainsi, la boucle est bouclée et d'une certaine façon, on retrouve une nouvelle fois en écho dans la démarche de Peretti à la façon dont le nouveau cinéma insulaire identitaire en Sardaigne s'est réemparé d'une littérature contemporaine audacieuse et éloignée des récits stéréotypés traditionnels, grâce à des LED, entre autres pour la Sardaigne, Prosper Mérimée, avec Colomba ou Matteo Falcone et pour la Corse. Alors je ne suis pas certain que les faits soient liés entre eux, en Sardaigne et en Corse. Je ne suis pas certain que ce qui se passe en Corse dans ce domaine soit lié à ce qui se passe en Sardaigne, mais je constate simplement qu'une fois de plus, le rapport entre Corse, littérature et cinéma est, d'une certaine façon, le miroir d'un rapport peut-être plus installé entre Sardaigne, littérature et cinéma, avec, comme toujours, en arrière-plan, la question si épineuse et si présente de l'identité. Merci.